lequel je vais donner la parole successivement à Frédéric Collat et à Stéphane Wojnarowski, le projet du 11e parc national des forêts de Champagne et Bourgogne. Alors Stéphane Wojnarowski. Merci Madame la Présidente. Tout d'abord, un amendement à vous présenter, mes chers collègues, concernant le titre de ce rapport, puisque sur les documents qui vous ont été adressés, vous pouvez lire avis sur le projet de 11e parc national des forêts de Champagne et Bourgogne. Or, en fait, ce n'est pas stricto sensu un avis sur le parc, mais un avis sur la charte. Donc, il faudrait déjà modifier le titre, Madame la Présidente, de ce rapport. Donc, je peux présenter le projet de charte maintenant, Madame la Présidente? Ok, alors on y va. Bien, ce rapport est un peu particulier. Je vais vous demander quelques minutes d'attention. En fait, ce n'est pas si courant pour une collectivité telle que la nôtre de se prononcer sur la charte d'un parc national, en l'occurrence le 11e du nom. Bon, sur le nom exact, il n'est pas encore tout à fait arrêté par le ministère de la Transition écologique et solidaire et de toute façon, il ne relève pas de notre Assemblée. Mais avant d'évoquer le projet de charte, je voudrais vous présenter quelques éléments de contexte concernant les parcs nationaux en général et surtout ce projet de 11e parc. Alors vous le savez probablement, la loi qui institue la création des parcs date de 1960, elle a évolué ensuite en 2006 et les parcs nationaux ont aussi fait l'objet d'une attention particulière du Grenelle de l'environnement qui prévoyait la création de 3 nouveaux parcs, un en milieu marin, celui des Calanques, ça a été fait en 2012, un autre avec une thématique forêt feuillue de plaine, il est en cours, et un autre sur les milieux humides pour l'instant pour lequel rien n'est engagé. Ces 3 parcs naturels nationaux qu'on appelle post-Grenelle sont un peu différents de leurs prédécesseurs puisqu'ils intègrent des parties du territoire qui sont occupées et utilisées par l'homme depuis longtemps. Aujourd'hui, vous avez, c'est présenté sur l'écran à l'instant, 10 parcs nationaux en France qui couvrent des domaines terrestres et maritimes variés et qui représentent à peu près 54 000 km², soit 8% du territoire français, métropole et DOM. Alors, il est important de rappeler que ce sont des espaces qui sont reconnus comme exceptionnels au niveau national, voire international, du fait d'une combinaison remarquable entre géologie, biodiversité, écosystème, paysage et, c'est important de le préciser, activités humaines passées et actuelles. Les parcs sont également des outils, il y a le volet patrimoine remarquable, mais des outils pour préserver et valoriser ces richesses et contribuer aux dynamiques socio-économiques locales. La marque Parc National est une réelle plus-value pour un territoire puisque vous pouvez le voir affiché à l'écran, l'ensemble des parcs français attire aujourd'hui plus de 8,5 millions de visiteurs par an. Alors ceci étant rappelé, on va passer au projet qui nous concerne aujourd'hui, le 11e parc national. Donc il a une situation géographique un peu particulière, vous le voyez à l'écran, il est situé à cheval entre 2 départements, le nord du département de la Côte d'Or sur une partie du Châtillonnais et le sud du département de la Haute-Marne. Il est donc à cheval entre le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté. C'est un territoire qui compte à peu près 28 000 habitants, 127 communes, 71 d'entre elles sont dans le département de la Côte d'Or et 56 en Haute-Marne. Le projet de parc est assez vaste puisque c'est un peu plus de 241 000 hectares, dont 56 000 qui sont en zone cœur. Et cette zone cœur comprendra aussi, même si ce n'est pas très visible sur la slide qui vous est présentée, au nord, sur la forêt domaniale d'Arc-en-Barrois, une réserve intégrale de 3100 hectares. Les surfaces boisées occupent plus de la moitié du territoire, 52%, les surfaces agricoles 42% et le reste correspond aux villages, aux voies de communication et aux cours d'eau. Alors ce territoire est, je l'en parlais à l'instant, caractérisé par des patrimoines exceptionnels, bien sûr la forêt, qui est structurée autour de 3 grands massifs, Châtillon, Arc-en-Barrois, Châteauvillain et Auberive. Et c'est une forêt qui est composée à plus de 88% de feuillus et qui abrite une grande diversité d'espèces. Et 80% des forêts de ce territoire ont plus de 2 siècles. C'est 30% pour l'ensemble du territoire national, ce qui fait qu'elles sont qualifiées de forêts anciennes et elles sont extrêmement présentes sur le territoire du futur parc. Les forêts publiques représentent 2 tiers de ces surfaces boisées et les forêts privées 1 tiers.
Deuxième domaine très important et marqueur du territoire, l'agriculture. On a une surface agricole utile qui est stable à peu près depuis les années 2000, avec une spécialisation sur les grandes cultures qui sont situées, comme vous le voyez ici, sur les plateaux. Et on a un peu plus de 100 000 hectares qui sont dévolus aux terres agricoles. 81 000 hectares pour les grandes cultures, le reste correspond à des prairies permanentes. Alors, il est important de préciser à ce moment de la présentation que la quasi-totalité des terres agricoles ne sont pas intégrées dans la zone cœur et donc ne seront pas soumises à la charte. En zone cœur, on a simplement 2,1% de la surface qui correspond à des terres agricoles. Autre élément très important du territoire, l'eau, puisqu'on a 700 km de rivière. On est en tête de deux bassins versants, la Seine et la Saône. On est sur un relief de type karstique avec une infiltration rapide, peu de réserves en eau, problématique du jour, et on trouve de nombreuses résurgences et marais tufeux. Il y en a une petite centaine, milieux qui correspondent à une biodiversité riche et importante. Et d'ailleurs, sur le territoire, il faut le noter, on a le marais tufeux de Saint-Germain-le-Rocheux qui fait l'objet d'un espace naturel sensible du conseil départemental de Côte-d'Or. La chasse. La chasse est une activité très pratiquée sur le territoire puisqu'on a plus de 3000 porteurs de permis de chasse, bien évidemment pour le grand gibier qui attire des chasseurs de toute la France, voire des pays étrangers. À noter que sur le territoire, on a 2 équipages de chasse à courre qui sont présents, dont un à Essarois sur l'abbaye du Val-d'Ichoux, pour ceux qui connaissent. Et la biodiversité. La biodiversité est bien évidemment extrêmement riche, particulière, diversifiée, sinon le territoire n'aurait pas forcément été repéré comme intéressant pour un parc national, que ce soit au niveau des mammifères forestiers, des grands mammifères forestiers, que ce soit au niveau des oiseaux. Et vous avez ici à l'écran une photo de la cigogne noire, puisque ce territoire abrite 15% de la population française de cigogne noire. On a également, bien évidemment, une population importante d'insectes, d'amphibiens, de reptiles, sans oublier bien sûr la flore des sous-bois typiques de ces milieux calcaires, avec de nombreuses espèces remarquables, dont le sabot de Vénus que vous avez à l'écran. Pour conclure sur cette partie biodiversité, 40% du territoire du futur parc sont couverts par des zones naturelles d'intérêt écologique, floristique et faunistique, ce qu'on appelle les SNIEF. On a une réserve naturelle nationale, une réserve naturelle régionale sur la partie Haute-Marne, 7 arrêtés de protection du biotope et 20 sites Natura 2000. C'est donc un territoire à la biodiversité riche, variée et emblématique de ces milieux forestiers qui a conduit en 2009 à choisir ce territoire parmi 18 autres au niveau national pour préfigurer ce nouveau parc national. Et depuis 2009, donc, il s'est passé bien des choses. Je ne vais pas reprendre ici toutes les étapes et toutes les discussions qui ont jalonné ces années de préparation. La création d'un parc national, ce n'est pas un long fleuve tranquille et celui-ci n'a pas fait exception. J'ai assisté, en tant que conseiller régional de Bourgogne, puis aujourd'hui conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté, à toute cette histoire, depuis la création du GIP le 5 juillet 2010. Et je peux témoigner ici que les débats ont été riches, comme on dit, parfois houleux, il faut le dire aussi, et les échanges même parfois très tendus, mais il est important de préciser qu'il y a toujours eu cette volonté de concertation et que cette concertation aura été le maître mot de la construction de ce parc. Et à cette occasion, si vous le permettez, mes chers collègues, je voudrais remercier le groupement d'intérêt public, le GIP, ses 2 présidents successifs, Guy Durantet hier et Marcel Jurien de la Gravière aujourd'hui, ainsi que ses 2 directeurs, Christophe Gallemand et Hervé Parmentier, et toute l'équipe et tous les salariés, toutes celles et ceux qui depuis 8 ans travaillent à la préfiguration de ce parc. Et remercier également, parce que c'est important, tous les membres du GIP, les maires, les conseillers municipaux, les représentants des différentes collectivités, des chambres d'agriculture, des CCI, des fédérations de chasse, de pêche, des associations et les représentants des habitants. Et bien sûr, les représentants de l'État, Madame le préfet de Haute-Marne, qui est coordinatrice du dossier, et Monsieur le sous-préfet de Montbard. Il a fallu une implication constante. Bien sûr. J'ai cité les collectivités, Monsieur le Président, donc, et les départements de Haute-Marne, sans aucun problème, puisque Monsieur Durantet siégeait en tant que membre du conseil départemental de Haute-Marne, et j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec lui. Donc, bien évidemment, les départements. Peut-être parce qu'on n'a pas forcément beaucoup vu le représentant du département de la Côte d'Or, Monsieur le Président.
Non, il n'était pas présent à toutes les réunions, mais il a été, en tous les cas moins que moi. Donc, les acteurs locaux représentent une large majorité de la gouvernance du GIP et ils ont pu relayer les attentes, les craintes, mais surtout les espoirs du territoire sur ce sujet. Alors, je le redis, on a parfois entendu dire qu'il n'y avait pas eu de concertation, d'écoute, d'expression de l'échelon local. Je le redis, moi qui ai participé à de très nombreuses réunions, commissions et groupes de travail depuis juillet 2010, je peux vous affirmer que tout ça est faux. L'expression a été large, les échanges nombreux et à chaque étape clé, les instances du GIP ont été consultées. En particulier, première étape clé, le 7 mars 2016, lors de l'arrêté de prise en considération, qui ensuite a été validé par le Premier ministre. Et puis, deuxième étape clé, la rédaction de la charte, sur laquelle nous sommes appelés à nous prononcer aujourd'hui. La charte est un document très important parce qu'elle définit les objectifs de protection en zone cœur, en clair ce qu'on peut faire et ce qu'on peut ne pas faire, et les orientations de préservation de développement durable sur tout le territoire. C'est un projet de territoire pour 15 ans à compter de la création du parc national et c'est le résultat d'une longue concertation menée depuis 2016. C'est un document très volumineux qui vous a été adressé, qui est composé de 3 livrets et de 2 documents graphiques. Très rapidement, résumer quelques 400 ou 500 pages est impossible en 2 minutes, mais le livret 1 est une synthèse des 4 défis pour le territoire: connaissance, préservation et restauration des patrimoines, accompagnement des filières et innovation, engagement du territoire. Le livret 2 décrit le projet de territoire et présente les 10 objectifs pour préserver le cœur et les 18 orientations de développement durable. Quant au livret 3, il correspond aux dispositions réglementaires pour garantir la préservation des patrimoines du cœur. Elle ne s'applique que pour le cœur et encadre certains travaux et activités. Il est important de rappeler à ce stade, et avant que nous débattions et que nous nous prononcions, que cette charte, depuis 2016, a fait l'objet de beaucoup de discussions, d'échanges et de débats, que l'avant-projet de cette charte a été validé en mars dernier par l'Assemblée générale du GIP à plus de 79%, que cet avant-projet de charte a fait l'objet d'un avis favorable du Conseil national de protection de la nature, du comité interministériel des parcs nationaux, et que le projet, qui est soumis aujourd'hui au vote, a été finalement validé à plus de 91% par l'Assemblée générale du GIP. Alors, compte tenu de tout ça, mes chers collègues, compte tenu d'abord de l'avis favorable que le Conseil régional de Bourgogne avait donné le 24 novembre 2014 sur la prise en considération, compte tenu ensuite des ambitions et actions qui sont définies par la charte et qui sont en cohérence avec celles que porte la région, sur la préservation de la biodiversité, sur l'accompagnement des filières existantes, sylvicoles, agricoles, touristiques, sur l'usage soutenable du capital naturel, sur la nécessité de sensibiliser, d'éduquer à l'environnement, sur l'innovation et sur l'adaptation au changement climatique. Compte tenu aussi des modalités de gouvernance qui impliquent fortement les collectivités, dont les départements et les habitants, et compte tenu des avis favorables de l'AG, du GIP, du CNPN et du CNPN, il nous est donc proposé de donner un avis positif sur cette charte. Il est également proposé d'accompagner cet avis favorable d'un certain nombre de remarques ou demandes. Première remarque, que la préservation et la valorisation des patrimoines soient un atout pour amplifier le développement du territoire et maintenir, voire développer l'emploi. Deuxième demande, que la concertation se poursuive dans le même état d'esprit. Troisième demande, qu'une attention particulière soit portée avec l'articulation entre la charte et les schémas régionaux que sont la SRB, Stratégie régionale pour la biodiversité, et le SRADET. Quatrième demande, que le territoire du parc soit un territoire d'expérimentation pour la transition écologique, pour le changement climatique. Une demande, et non des moindres, concernant l'implication financière de l'État pour qu'il octroie des dotations financières nécessaires au bon fonctionnement du futur parc national, qui est, je le rappelle, un des engagements du plan pour la biodiversité. Il faut le dire et le rappeler, il faut des moyens financiers en adéquation avec les objectifs ambitieux du futur parc national. Et enfin, dernière demande, elle ne sera pas trop compliquée à résoudre, c'est que le parc national soit un partenaire de la région pour la mise en œuvre et l'accompagnement de ces stratégies. Et le travail en commun initié depuis longtemps
entre la région Bourgogne, aujourd'hui Bourgogne-Franche-Comté, et les instances du GIP est en cours, puisque je réunissais il y a peu de temps, avec l'aval de Madame la Présidente et Monsieur le Vice-président Éric Houlet, l'ensemble des services de la région concernés avec les instances du GIP pour préparer l'arrivée de ce parc. J'en terminerai en reprenant vos propos, Madame la Présidente, que vous avez tenus en février dernier lors de vos déplacements sur le territoire. Vous disiez que ce projet de parc national est une chance historique pour le territoire. Convaincu que tel est le cas, il vous est donc demandé, mes chers collègues, de valider ce projet de charte du futur 11e parc national. Merci.